Elle est cyclique. Elle est systématique. Systématique, ça déverse vers la vente. Oui, mais là, j'arrive pas à voir. Mais c'est unidirectionnel. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la direction. Là, la fois. La compressibilité. Là. Regardez ça c'est une systématique. Et ça c'est un voie biliaire. C'est une systématique. Sans liseré interne. Il n'y a pas de liseré interne. Sauf de liseré interne. Liseré, c'est le renforcement avec un voie. Il y a une différence capitale entre ce que fait le cardiologue et ce que fait le médecin. Un cardiologue, tu lui donnes un malade comme ça, il qui n'est pas échogène, je ne peux pas faire d'écho. Là, on doit s'adapter parce que nos malades ne peuvent pas être en plus. Qui met l'échographie électrique. Bonjour, docteur Salahaddine. Vous êtes réanimateur anesthésiste à l'Institut national d'hépatoviraux à Nouakchott. Vous avez la responsabilité de gérer le premier centre de réanimation en Mauritanie destiné aux malades atteints du coronavirus Covid-19. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre prise en charge des patients graves actuellement et comment vous vivez cette situation? Merci, Dr. Kleib. Écoute, je dirais une situation un peu difficile, un peu compliquée. On a beaucoup de malades graves qui arrivent depuis le début de la deuxième vague, depuis qu'on a commencé le 8 décembre. Et on reçoit des malades quand même pour cette deuxième vague qui sont très graves, qui durent un peu plus que la première vague, qui ont des fibroses sous-jacentes, des BPCO. Et c'est des malades quand même, je dirais, qui sont très graves. Voilà, on les vit quand même difficilement. On ne peut pas garder des médecins au chevet de malades 24 heures sur 24. En Espagne et en France, c'est les infirmiers qui font tout presque. Si on est intubé un malade, tu es obligé de rester à ses côtés. Il peut même te faire mettre en police, la seringue s'arrête sans c'est pas d'amener des gens ici. Il faut que des gens partent à l'étranger voir ce qui se passe et travailler là-bas. Mais on est dans une urgence. Alors il faut faire quelque chose maintenant. Il faut penser maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Et vous êtes en train de... Je vous dis quelque chose. J'étais ici au mois de juillet. La différence en 6 mois, c'est incroyable. Vous avez voulu beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez voulu beaucoup. Maintenant, vous parlez des choses que vous ne parlez pas, ça fait 6 mois. Moi, je vois le professeur Sid Ahmed, qui est un homme qui va prendre la retraite, et il me parle de plateaux, de delta pression, des choses comme ça. C'est incroyable parce qu'il vient c'est comme ça. Et tout c'est pareil pour tout le monde. Vous parlez des choses que vous ne parlez pas, ça fait 6 mois. Vous avez maintenant des machines, des dispositifs que vous utilisez, que vous connaissez comment le faire, que vous ne connaissez pas, ça fait 6 mois seulement. Vous ne vous rendez pas compte. Pour moi, ça c'est une énorme surprise, voir comment est-ce que vous avez évolué dans une période très courte. Mais peut-être pas tout le monde. Il y a quelques, et je parle toujours il y a ici une élite médicale. Commencé depuis je dirais depuis le mois de mai. On était l'unique réanimation Covid. C'était initié par le ministère en collaboration avec les réanimateurs. On a eu à travailler durant toute la première vague. On a quand même eu une grande expérience. On a pu former une équipe de paramédicales surtout, des résidents et des réanimateurs qui ont eu quand même à travailler avec les malades Covid. Puis après, avec la régression des cas graves et l'accalmie entre la première et la deuxième vague, on a fermé un tout petit peu. Et pendant cette période, quand même, on va dire que c'était une période de repos, de réflexion, d'une rétrospective aussi sur tout ce qu'on avait fait. Et pour la deuxième vague, on a commencé avec l'expérience qu'on a eue
lors de la première vague et avec un équipement quand même mieux que la première vague. Je dirais bien que entre la première vague et la deuxième vague, on a pu quand même, la Mauritanie a pu quand même avoir beaucoup d'équipements. Et on a commencé avec un nouveau équipement qui n'était pas là lors de la première vague. J'ai visité ce matin votre service de réanimation et j'ai été surpris par l'activité très soutenue des va-et-vient du personnel médical, paramédical, et j'ai remarqué la présence des missionnaires. Pourrez-vous nous parler des missionnaires? De quel pays sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté sur le plan prise en charge des patients Covid, et quel apport pour vos résidents, c'est-à-dire les étudiants ou les médecins en formation dans votre service? C'est très important, hein. C'est une très belle question parce que on a quand même eu à entrer en contact avec des très grands réanimateurs dans le domaine, que ce soit français, espagnol, et pour la deuxième vague, une équipe algérienne qui est arrivée sur le territoire, qui a une très grande expérience, des réanimateurs de très haut niveau. On a essayé d'acquérir le maximum d'expérience avec ces réanimateurs, que ce soit français, espagnol ou algérien. On a fait un programme de formation avec ces réanimateurs, ce qui a vraiment nous a donné l'avantage, et pour les résidents et pour nous réanimateurs, de subir une formation de qualité, je dirais bien, un échange de haut niveau et un transfert de connaissances et d'expérience pour les résidents. Ces résidents, je dirais bien, qui sont actuellement très bien formés, je dirais bien très bien formés pour gérer prochainement des réanimations. Ils ont subi des formations sur l'échographie en milieu de réanimation, que ce soit pulmonaire ou cardiaque, un échange sur les différentes méthodes de réanimation. Ils ont été aussi formés sur le terrain, parce qu'ils étaient les seuls résidents qui ont travaillé dans des réanimations pointues, des réanimations de référence ici à l'INHV. Et récemment, au niveau du CHS, où ce sont l'unique réanimation avec le centre de cardiologie qu'ils ont eu à intuber des malades jusqu'à présent. Ah là, c'est le commencement. Non, là, c'est le voie biliaire. Docteur Salah, pourrez-vous nous parler éventuellement de la crainte d'une troisième vague de la pandémie Covid-19? Écoute, on n'est pas loin d'une troisième vague qui s'annonce déjà dans des pays voisins, mais c'est toujours possible. Tant qu'on n'a pas un moyen efficace et durable contre la Covid, une troisième vague, elle n'est pas exclue. Tant qu'on n'a pas le vaccin, troisième vague, elle n'est pas exclue. Moi, je pense que le seul moyen, c'est pour nous dire qu'on ne pourra plus avoir une vague, c'est de vacciner toute la population. Et chose qui peut prendre du temps. Je pense qu'il faut poursuivre les efforts, les multiplier
en termes de réanimation, en termes d'équipement, en termes de personnel, d'investir dans la formation du personnel, de former ce qu'on a entre les mains et d'en créer une réanimation de référence qui peut servir prochainement dans la lutte de ces genres de pandémie et de la prise en charge d'une façon correcte pour nos malades et nos patients. En chirurgie cardiaque, on a l'habitude de se retrouver avec des grands soucis parce que tous nos malades à qui on fait un remplacement de la valve aortique, on sort avec le PACE. Parce que là, on n'a pas d'anneau qui est une structure fibreuse où on peut faire les sutures, mais on va plutôt faire des sutures sur une paroi latérale, c'est une paroi, et les sutures